Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invité est Jean-Pierre Sueur, sénateur socialiste et vice-président de la Commission des lois. Bonjour Jean-Pierre Sueur. Bonjour. Professeur de lettres puis universitaire, vous avez connu toutes les facettes de l'engagement politique puisque vous avez été député 10 ans, maire d'Orléans pendant 12 ans. Sous le second septennat de François Mitterrand, vous aviez été ministre des collectivités locales. Sénateur du Loiret depuis 2001, vous êtes vice-président donc de la Commission des lois que vous aviez présidée jusqu'en 2014. Alors proche de Michel Rocard, de ce qu'on a appelé la deuxième gauche. Voilà. Vous êtes beaucoup intéressé aux questions de société, de la politique de la ville à la politique de l'immigration. Chrétien de gauche, vous aviez été secrétaire général de la GEC, de la jeunesse étudiante chrétienne dans votre jeunesse. Vous vous passionnez pour l'œuvre d'un autre Orléanais, Charles Péguy, et je vous ai promis qu'on y réserverai quelques instants en cette fin d'émission. Merci. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Michael Cor pour la Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Masneau pour RCF. Bonjour. Alors avant de passer l'abondante actualité de la semaine en revue, je vais vous poser une petite question. J'ai dit que vous étiez universitaire, je n'ai pas précisé que vous étiez linguiste. Vous êtes un spécialiste donc de la sémantique, de la syntaxe. Alors comment regardez-vous, qu'est-ce que vous pensez de l'écriture inclusive? Cette façon donc de présenter les choses pour respecter la parité, l'égalité entre les hommes et les femmes. Oui, je n'accorde pas une grande importance à cela. Je sais que certains en font toute une affaire. Il faut mettre un et, point, e, point, s, point, pour montrer qu'on respecte la parité entre les hommes et les femmes. Bon, si on veut, on peut. Hein, c'est pas dramatique. Ça ne m'empêche pas de dormir. Mais voilà, c'est pas plus important que cela. Vous savez, quand on est linguiste, on pense toujours que la langue est quelque chose de relatif. C'est-à-dire qu'elle n'est pas figée. Certains s'étonnent qu'il y ait beaucoup d'immigration pour le vocabulaire. Vous voyez, beaucoup de mots anglais qui arrivent. Bon, vous savez que le français a contaminé beaucoup de langues et qu'au XVIe siècle, on a reçu beaucoup de mots italiens, on a reçu la langue française. Elle est faite de nombreux apports qui sont des richesses. Oui, c'est exactement comme quand on parle de l'immigration, sujet d'actualité. Il ne faut pas craindre le partage, le métissage, l'enrichissement mutuel. J'ai l'impression qu'on parle toujours de l'immigration comme si c'était uniquement un problème. Mais enfin, dans quel monde vivons-nous ? De tout temps, il y a eu des immigrations. Et je vais vous annoncer quelque chose, c'est un scoop absolu, il y en aura davantage. Eh bien, nous en reparlerons de ce sujet, l'immigration, tout à l'heure, Jean-Pierre Sueur, dans la deuxième partie de cette émission. Pour en revenir à l'actualité politique, une question de Michael Cor pour La Croix. Alors, à l'approche du congrès du PS, il semble que l'unité de votre famille politique soit impossible. Quel est votre regard sur sa difficile recomposition ? Écoutez, il y a un congrès, il y a 4 textes et 4 candidats en présence. J'ai lu les 4 textes, je ne trouve pas beaucoup de différence entre ces textes, si bien que j'ai beaucoup de mal à me positionner par rapport aux candidats. L'autre jour, nous avons reçu dans le Loiret, où je suis, Olivier Faure, qui a fait une très belle réunion. J'ai beaucoup d'amitié pour Stéphane Le Foll en particulier, qui est un homme de valeur et de conviction. Mais voyez-vous, ce congrès, bon, il est sans doute nécessaire pour qu'il y ait un premier secrétaire. Bon, l'idée d'être gouverné par un aéropage, ça ne tient pas la route. Mais on a besoin d'une refondation du PS, pas seulement d'un congrès. Si c'est un congrès comme tous les congrès du passé, eh bien on manque le but. Il faut refonder le PS. Moi, je suis entré au Parti socialiste avec Michel Rocard et Jacques Delors, à une époque où François Mitterrand avait d'ailleurs souhaité qu'il y ait eu des assises du socialisme, avec de nombreuses personnes, des syndicalistes, des membres d'associations, du mouvement social, des citoyens. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut refonder le Parti socialiste, mais de fond en comble, et en s'ouvrant largement, en changeant nos rites, nos manières de fonctionner. Si les Français et si les socialistes, mes amis,
ne comprennent pas qu'il s'est quand même passé quelque chose en 2017. On a beaucoup de raisons d'avoir des jugements parfois durs, parfois différents sur Emmanuel Macron. Moi, je vais vous dire, j'étais avec lui en Tunisie, le discours qu'il a tenu là-bas sur le plan international, je le partage. Et on est quand même plus fier en tant que Français d'entendre ce discours-là que si on était américain, celui du président. Mais vous restez socialiste. Vous n'avez pas été tenté de rejoindre le Non, En Marche? pas du tout. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais je crois qu'il y a une nécessité de comprendre que si, par exemple, Emmanuel Macron a été élu, s'il y a un mouvement qui s'appelle En Marche, on peut critiquer cela, mais ça correspond à quelque chose. Ça correspond au fait, me semble-t-il, que les Français ont eu ras-le-bol d'un certain nombre de controverses toutes faites, de rituels où les gens disaient toujours la même chose, où c'était toujours le même refrain, toujours la même chanson, et où ils en ont eu marre. Ils ont dit, finalement, peut-être qu'on peut changer la donne. Et si on ne comprend pas ça, qu'il y a un renouveau de la politique qui est absolument nécessaire, et donc, pour le socialisme, à mon avis, il y a une place pour ce courant qui existe depuis 1905 et qui a connu des hauts et des bas. Il y a un avenir pour le Parti socialiste, mais à condition qu'il se rénove profondément. Et je crois que le Congrès, j'y participerai. Je n'ai pas pris position pour un candidat plutôt que pour un autre parce que j'ai du mal, franchement, à voir les différences entre leurs textes. Mais le Congrès n'y suffira absolument pas. Disons que c'est une première étape, mais il en faudra une autre. Voilà, une question de Romain Masneau pour RCF. Vous n'avez pas parlé de François Hollande. Est-ce que le PS peut se relever sans faire l'inventaire du hollandisme? Non, il doit faire l'inventaire. Qu'est-ce qui est au passif de François Hollande, alors? Je vais vous dire, pour moi, la principale erreur, c'est celle qui avait déjà été faite en 81. Souvenez-vous, François Mitterrand arrive en 81, il est élu. Et il met en place un programme que j'ai voté. J'étais un jeune député, les nationalisations, etc., toute une série de mesures économiques. Bon. Et puis, au bout d'un certain temps, il y a les visiteurs du soir. Il y a des gens comme Jacques Delors, comme Michel Rocard, qui disent « on va dans le mur ». Et en 83, il change de politique. Il faut dire la vérité. Alors on dit c'est une parenthèse. Non, c'est pas une parenthèse. Il est nécessaire d'être réaliste si on veut être solidaire et si on veut mettre de la justice en place. Bon, voilà. Eh bien, François Hollande, vous voyez, il y a eu le discours du Bourget. Il était très riche et complexe, ce discours. On a retenu une seule chose. Mon ennemi, c'est l'argent. Bon. Et il est parti comme ça. Et puis, au bout d'un an et demi, 2 ans, est arrivé le CICE, qui était une bonne chose. Moi, je soutiens le CICE, encore qu'on aurait pu le faire autrement. Ce n'était pas forcément utile, disons, d'aider comme cela les banques ou un certain nombre d'instances. On aurait pu davantage le cibler sur certaines catégories d'industrie, de production, etc. Bon, bien. Mais il serait arrivé au départ en disant, voilà, la situation est difficile, il y a un problème de compétitivité des entreprises. Il n'aurait pas donné le sentiment qu'1 an et demi après ou 2 ans après, on se rend compte qu'il y a un phénomène. Non, dès le début, une politique très réaliste au nom de la justice. Et je crois que les Français peuvent comprendre cela. Vous savez, il y a quelqu'un qui est le président de la FNARS, j'oublie son nom, mais je ne connais que lui, vous le connaissez, qui était le patron d'une grande entreprise. On va le retrouver. Oui, on le retrouvera. Et qui a fait un rapport formidable. Où il a dit exactement ce qu'il fallait faire. Ce rapport, il aurait fallu le mettre en œuvre tout de suite. Et donc, je crois qu'il y a eu le sentiment d'un changement en cours de route qui a pu décontenancer les gens. Et d'autre part, il y a eu parfois un manque d'explication. Les gens ne voyaient plus le cap, la perspective, où on va. Même s'il faut faire des efforts, on veut savoir à quoi ça sert. Et donc, un manque de lisibilité. Par ailleurs, un grand courage de François Hollande sur beaucoup de sujets. Je pense au sujet économique. La vérité, c'est que l'embellie économique que l'on connaît aujourd'hui, elle est due à François Hollande. Je pense d'ailleurs qu'Emmanuel Macron le sait, parce que les mesures qu'il a prises ne peuvent pas avoir de l'effet à court terme.
Donc, on doit lui en être reconnaissant. De même, la politique internationale, de même, la lutte contre le terrorisme. Enfin, Donc le bilan est globalement positif. Le courage qu'il a fallu, oui, avec des fautes. Par exemple, la déchéance de nationalité. Eh bien, moi, jamais je n'aurais voté la déchéance de nationalité. J'en ai parlé avec François Hollande. Il le sait, jamais, jamais, jamais. Parce que je pense que c'était contraire à nos valeurs. Donc, c'est un bilan nuancé, avec beaucoup plus... L'histoire rendra hommage à François Hollande, longtemps après. Mais beaucoup plus de positifs qu'on ne le dit aujourd'hui, des erreurs, des fautes, du manque d'explication. Mais je crois tout à fait qu'il n'y a pas de tabou et que le Parti socialiste doit faire l'inventaire. Il doit aussi faire l'inventaire de son propre fonctionnement. Je vais vous dire, en 81 et même en 89, 88, 89, les classes populaires, les ouvriers, les employés, beaucoup les salariés, ont massivement soutenu le Parti socialiste. Pourquoi y a-t-il eu ce décrochage ? Eh bien, ça, c'est une vraie question. Parce que peut-être que dans les pratiques, les socialistes, leurs élus, ont coupé le contact, n'ont plus eu le contact. Et je crois que c'est la réalité. Eh bien, faisons notre autocritique. Repartons de la base, modestement. Reconstruisons, retissons le dialogue, le lien avec les gens. Une question de Michael Corr pour La Croix. Justement, pour garder cette base, c'est l'un des arguments de Gérard Larcher en ce qui concerne la réforme institutionnelle. Il y a évidemment une différence de vue entre le président de l'Assemblée nationale qui souhaite une diminution assez importante du nombre de parlementaires. Au Sénat, on espère qu'il restera quand même un élu par département. Quel est votre point de vue sur cette question ? Mon point de vue est très clair. Je suis en désaccord avec cette idée de vouloir réduire le nombre d'élus. Je vais vous dire pourquoi. Je n'aime pas d'abord qu'on utilise l'argument anti-élus. Ah oui, ces élus, alors ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de privilèges, etc. Franchement, vous savez, les indemnités des élus, de tous les élus, elles sont publiques. Et c'est facile, ça a été tellement utilisé dans l'histoire, révoltez-vous contre les élus. Bon, les élus sont les élus du peuple, et nous, ils représentent la nation. Et voyez-vous, j'ai fait une campagne pour les élections sénatoriales il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Je suis allé voir 300 communes sur 326 dans mon département du Loiret. Quand vous voyez les élus locaux, Emmanuel Macron avait dit il y a trop d'élus, parlant d'ailleurs des élus locaux. Vous arrivez dans une petite commune où il y a 11 élus et 300 habitants ou 200 habitants. Il y en a 2, peut-être 3, qui touchent une indemnité très modeste. Et alors, vous arrivez devant le conseil municipal et vous dites, alors, chers amis, est-ce qu'il y a trop d'élus ? Vous êtes trop ? Vous êtes bénévoles. Il y a 550 000 élus, dont 520 000 sont des bénévoles en France. Mais l'avantage de ces conseillers municipaux, de ces adjoints, c'est que dans une petite commune, ou moyenne, ou grande, ils connaissent chaque rue, presque chaque maison, chaque commerce, chaque ferme, chaque école. Quand on parle de la commune, on sait ce dont on parle. C'est pas technocratique. Donc, est-ce qu'il y a trop d'élus locaux ? Mais pas du tout. Ce sont des bénévoles au service de la République. Alors, pour les parlementaires, eh bien, on veut qu'ils soient proches du terrain. Moi, je vais vous dire, ça fait longtemps que je suis parlementaire. J'avais une circonscription, j'ai eu plusieurs circonscriptions. Même M. Pasqua avait fait des découpages. Et je m'efforçais d'être proche du terrain, mais ça me prenait les jours et une partie des nuits. Et là encore, je suis sénateur d'un département important. Eh bien, je suis totalement pris parce que je vais dans les communes, parce que je reçois des quantités de personnes, des élus, des syndicalistes, des chefs d'entreprise, etc., des associations, tout le monde. Et est-ce qu'on croit que parce qu'il y aura 100 parlementaires ou 200 de moins, on sera plus près du terrain ? Ben non, on sera moins près du terrain. À quoi ça sert ? Pourquoi il faut... Alors, on n'a pas plus d'élus en France que dans les autres pays d'Europe. On n'en a pas plus
qu'il y en eut dans l'histoire de notre pays. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi il faudrait diminuer le nombre d'élus, dans le fond? Est-ce que vous avez On a bien compris, Jean-Pierre Sueur, donc que vous n'êtes pas pour la diminution du nombre de parlementaires. Mais je ne comprends pas pourquoi. Nous allons marquer une première pause dans cette émission de Face aux chrétiens. Il faut au moins qu'il y en ait un par département. C'est quand même Mais vous savez, un par département, c'est pas beaucoup. Et nous nous retrouverons donc dans un court instant. Restez avec nous. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette émission de Face aux chrétiens avec notre invité Jean-Pierre Sueur, sénateur socialiste et vice-président de la Commission des lois. Il est interrogé dans cette émission par Michael Corp pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Masneau pour RCF. Pardon, c'est pas Alain Baron, c'est Louis Dauphren et c'est justement Louis Dauphren qui va poser la première question. Alors vous parliez tout à l'heure justement de cette carte des élus et de leur contact avec la population. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a, du point de vue de l'aménagement du territoire, une tendance à se plaindre, qui n'est pas nouvelle, du recul des services dans la plupart de nos régions. Alors la fermeture des hôpitaux, la fermeture des classes d'école, les lignes de chemin de fer. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe justement entre une France qui peut-être, pensent certains, suradministrée et, d'un certain point de vue, le vide qui se crée par le recul tout simplement des services qui sont proposés à la plupart de nos concitoyens? Vous avez raison, j'aurais bon, oui. Et je vais vous dire que moi-même, voyez-vous, je vais vous prendre un exemple local. La fermeture de la maternité de Pithiviers, pour moi, c'est un drame, parce que c'est une maternité où il y avait 550 accouchements par an, où on avait pu obtenir la permanence des soins pour les différentes spécialités, obstétrique, pédiatrie et anesthésie, et où il a été décidé par la directrice de l'ARS et par la ministre de supprimer cette maternité. Ben, moi, j'étais là avec tous les élus, tous les maires du secteur qui ont dit c'est incompréhensible et nous devons défendre nos services publics dans le monde rural. De la même manière, je pense que la désertification médicale est un problème énorme qui, aujourd'hui, touche aussi bien le monde rural que le monde urbain. Vous avez des quartiers, des villes où il n'y a plus de médecins, ou pas assez de médecins, ou des médecins qui ne peuvent plus prendre de patients. Moi, je vais vous dire quelque chose de très clair, et je sais que je recevrai des critiques, j'en ai déjà reçu beaucoup. On a joué toutes les cartes de l'incitation pour que les médecins viennent dans les zones où il y a peu de médecins. Vous savez, il y a quand même 5 fois plus de médecins généralistes par habitant dans les Alpes-Maritimes, et plus particulièrement dans le sud des Alpes-Maritimes, vous voyez, la Côte d'Azur, que dans le département du Loiret. Et on a écrit sur nos mairies « égalité ». Mais il n'y a pas d'égalité par rapport à la santé. Et si les mesures incitatives... Moi, je souhaite de tout mon cœur qu'il y ait des accords avec les représentants des médecins pour arriver à ce qu'il y ait une meilleure répartition des médecins sur le territoire. Mais si on n'y arrive pas, eh bien, il faudra bien qu'un gouvernement ait le courage de dire chers étudiants en médecine, on va vous aider, on va vous payer vos études, mais acceptez d'aller pendant quelques années là où on a besoin de vous. Ou vous voulez être conventionné, ben, très bien, mais acceptez d'aller là où on a besoin de vous. Sans ça, vous aurez dans mon département, vous voyez, c'est pas du pipeau, hein, 3 cantons entiers avec 0 médecin généraliste. Alors on nous dit, oui, il y aura la télémédecine. Et comme on dit à nos migrants, là, et demandeurs d'asile, ne vous inquiétez pas, il y aura la télé-audience. Vous voyez la personne très démunie. Donc vous nous dites qu'il faut revenir sur la liberté d'installation des médecins. Non, mais oui, écoutez, il y a la liberté d'installation des médecins. Je trouve que c'est très bien, très beau et magnifique. Mais il y a aussi le droit pour les personnes, les citoyens français, d'être soignés. Le droit à la santé. Eh bien, il faut trouver entre ces deux, la liberté et le droit, il faut trouver le bon compromis. Et je souhaite qu'on le fasse par le dialogue, sinon, il existe la loi. Une question de Romain Masneau pour RCF. Louis Dauphren évoquait aussi la question des lignes ferroviaires. Quand le rapport Spinetta s'attaque à la question de ce qu'on appelle les petites lignes de la SNCF, c'est-à-dire les lignes les moins rentables, est-ce que c'est une piste de réforme envisageable ou est-ce que ça risque d'aggraver la fracture territoriale ? Je pense que... il n'aurait pas fallu jouer la carte du tout TGV, même si moi-même je soutiens des TGV et des projets de TGV, notamment pour Orléans, mais il aurait fallu garder une politique plus équilibrée par rapport aux lignes.
Je pense à l'accident de Bretigny. Vous savez, il y a des... Heureusement qu'on prend aujourd'hui, qu'on donne la priorité à l'entretien des lignes. Mais je comprends tout à fait les élus qui disent, voilà, cette petite ligne, là, il n'y a que 20 trains par jour. Mais ces 20 trains, ils sont terriblement importants pour les habitants. Donc, je suis d'accord avec vous. Il faut une politique plus équilibrée à l'égard des territoires ruraux. Mais je vais ajouter quelque chose. Il faut aussi ne pas continuer à développer une idée archaïque, ancestrale et finalement peu utile du rural. Vous comprenez ? Le rural, ça ne doit pas être la plainte perpétuelle. Moi, dans mon département, je le dis beaucoup, nous avons une métropole. Bon. Et quand on a créé des métropoles dans toute la France, donc on donne des atouts à des grandes agglomérations. Bon. Aussitôt, on entend un petit bruit, là, dans le monde rural. Ah oui, mais ça va être contre nous. Eh bien, je dis à mes amis élus ruraux, je leur dis, et ils le comprennent très bien, acceptez de faire des grandes communautés de communes, pas une poussière de petites communautés de communes. D'ailleurs, la loi NOTRe, elle favorise cela. Parce que si vous avez un secteur rural qui se développe avec 50 000 habitants, ou 60 000 ou 40 000, vous voyez, avec une communauté de communes forte, qui va pouvoir avoir un service économique musclé pour faire venir des entreprises, vous voyez, eh bien, le monde rural va exister, non pas comme plainte, mais comme dynamisme, parce qu'on se prend en charge, parce que je connais des quantités d'espaces ruraux où il y a des quantités de projets. Et puis, vous savez, au XIXe siècle, il y avait une fatalité. On ne pouvait implanter l'industrie que dans certains secteurs. Pourquoi c'est dans Lorraine, pourquoi c'est dans le Nord, etc. Aujourd'hui, les industries d'aujourd'hui et du futur, l'informatique, on peut la mettre absolument partout. Et il y a de très belles entreprises de toute taille qui peuvent s'implanter partout. Pour cela, il faut être bien desservi aussi. Bien sûr, tout marche ensemble. Mais pour être bien desservi, il faut pouvoir se battre. Et pour se battre, il faut être fort. Et pour être fort, il faut des communes moyennes, petites, qui s'unissent dans des fortes communautés de communes, de manière à peser de tout leur poids et à négocier, discuter aussi avec la métropole ou la communauté d'agglomération. Sur la SNCF, le gouvernement envisage de réformer par ordonnance, de recourir aux ordonnances. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que je ne suis pas d'accord. Voilà. C'est une réponse brève. Vous m'avez demandé de faire des réponses courtes. Je n'ai jamais aimé les ordonnances. Bon, voilà. Je pourrais vous faire un grand discours sur les ordonnances, sur tous les sujets. Moi, je crois au Parlement. Voyez-vous, on est dans une république où l'exécutif écrase le législatif. C'est-à-dire qu'on croit, on a un président qui a des pouvoirs qui n'existent pas dans d'autres républiques à ce point. Monsieur le président des États-Unis a beaucoup plus de mal à faire passer son budget que le président de la République française. Bon, c'est comme ça, c'est la Ve République. Mais quand même, sur tous les sujets, alors on dit, on va faire des ordonnances parce que ça ira plus vite. Ben oui, mais rien ne vaut le travail parlementaire qui permet aux élus de la nation, d'abord d'écouter beaucoup, vous savez le nombre d'auditions qu'on fait au Sénat, à l'Assemblée, des centaines et des centaines, et puis de discuter chaque mot, chaque ligne, parce qu'une ligne de la loi, c'est une ligne qui va s'appliquer à tous les Français, depuis Dunkerque jusqu'à la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, et qui va s'appliquer à tout le monde. Donc faire la loi, c'est un travail très important. Et je ne crois pas que la multiplication des ordonnances soit une bonne chose. Certes, on va dire que ça va être plus court, donc on aura plus de facilité par rapport aux mouvements sociaux. Je ne suis pas sûr. Et je crois, voyez-vous, que par rapport à la SNCF, on peut dire tout le mal que l'on entend sur les syndicats. Eh bien, ce n'est pas ma position. Ma position, c'est qu'il faut inlassablement dialoguer avec les représentants des salariés, comme d'ailleurs avec les représentants des entreprises, les forces économiques, etc. Mais qu'on gagne toujours au dialogue. Moi, je suis un partisan du dialogue social. Et je crois que notre pays a encore beaucoup à avancer dans ce sens. Une question de Michaël Corpre-Lacroix. Le gouvernement vient de remettre un projet de loi sur l'immigration. Oui. Sa vision, c'est de mieux intégrer les personnes qui relèvent de l'asile et de davantage éloigner les personnes qui n'en relèvent pas. Quelle est votre vision, vous ?
Écoutez, dans ce projet de loi, il y a d'abord des choses positives. Moi, je rencontre des demandeurs d'asile tout le temps, puisqu'ils viennent me voir à ma permanence. Et c'est vrai que quand quelqu'un reçoit une réponse au bout de 18 mois ou de 2 ans, c'est pas... Et pendant toute cette période, il ne peut pas travailler. Comment il vit? Alors, il y a les CADA, hein, je sais bien, qui les prennent en charge, mais les places ne sont pas suffisantes, etc., etc. En revanche, il y a des points très négatifs dans toute cette politique. D'ailleurs, je mettrai en relation ce texte et d'autres textes. Voyez-vous, il y a eu d'abord une circulaire qui dit que les agents des préfectures peuvent intervenir à tout moment dans les centres d'hébergement. Les centres d'hébergement, voyez-vous, c'est la solidarité, c'est l'humanité. C'est-à-dire que tout être humain qui tape à la porte, eh bien, on le reçoit. Voilà. On ne lui demande pas d'où il vient, on ne lui demande pas de ses papiers. Bon. Et moi, je crois que c'est gravissime de... Les préfectures font leur travail. Et il y a un travail de contrôle tout à fait nécessaire. Mais l'hébergement, c'est quelque chose de sacré. Voilà. Deuxièmement, il y a eu une autre loi, qui est une loi de transposition européenne, où on dit on peut mettre en rétention les demandeurs d'asile. Eh bien, je dis non. Et le groupe socialiste du Sénat a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel. Il n'y a aucune raison. Les fameux Dublinés, ceux oui. qu'on veut renvoyer dans les pays où ils sont arrivés en Europe. D'après la loi, s'ils sont arrivés en Allemagne, il faut qu'ils partent de la France pour aller en Allemagne. Bon, pour que leur demande soit examinée. Ça, c'est ce que dit la loi. Mais il n'y a aucune raison de les mettre en centre de rétention où il y a privation de liberté. Quelqu'un qui est demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui a été torturé, qui a été maltraité dans son pays et qui arrive. Il n'y a pas de raison. Si il n'est pas, il est débouté du droit d'asile, ou si il n'a pas de titre à être en France, bon, là, il peut y avoir la question du centre de rétention. Mais a priori, non. Et d'autre part, dans le texte de la loi, d'abord la loi, vous savez que le Conseil d'État a donné un avis que le journal Le Monde, je m'excuse, hein, ça aurait pu être La Croix d'ailleurs, qui fait un gros travail sur ces sujets. Je me permets de le dire, c'est une publicité gratuite, mais je lis beaucoup votre journal. Et a publié l'avis du Conseil d'État qui dit, mais c'est incroyable, le Conseil d'État dit, la dernière loi sur l'immigration date de 1 an ou 1 an et demi. Il n'y a aucune évaluation de l'effet de cette loi. On en fait déjà une nouvelle. Vous savez, ce n'est pas utile de faire toujours de nouvelles lois. Il faut plutôt essayer de gérer les situations, de l'appliquer la loi. Ça, c'est la première remarque. Et puis, autre remarque, il y a beaucoup de freins qui sont mis pour les demandeurs d'asile, c'est-à-dire que la période du recours se rétrécit. Il y a beaucoup de difficultés pour les gens qui sont en centre de rétention, puisqu'on va pouvoir être le plus longtemps possible dans les centres de rétention. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur cette loi. D'ailleurs, il y aura le débat parlementaire et j'y participerai. Mais j'ajoute quelque chose. Il y a dans le journal que j'ai cité tout à l'heure, il y a un dessin de Plantu que je regarde toujours à l'esprit. Toujours. Je ne réussis pas à ne pas y penser. C'est la Méditerranée. Vous savez qu'il y a plein de gens qui viennent de l'Afrique, qui sont en Libye, et qui prennent tous les risques pour venir en France ou en Europe. Et il y a un bateau où il y a toutes ces personnes qui sont maigres, qui sont mâles, qui sont en détresse. Et il y a quelqu'un, une sorte de policier, qui dit « Ceux qui sont affamés, levez la main ». Parce que ceux qui vont être des migrants économiques, on va devoir les renvoyer chez eux. Ceux qui disent « moi j'ai été torturé, j'ai été maltraité, demandeur d'asile », ils auront le droit à rester. Très franchement, vous savez que la question, c'est pas simple. Hein. Et est-ce que, regardez ce que font les Italiens, regardez ce que font les Allemands. Moi, je comprends tout à fait que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, comme disait mon ami Rocard. Simplement, tout le monde a oublié la deuxième phrase, elle doit prendre toute sa part.
Et je vous assure qu'il y a des cas où des gens ont été déboutés du droit d'asile, sont en France sans papier, où il y a des problèmes de santé, des problèmes d'enfants, des problèmes très difficiles. Et moi-même, j'interviens auprès des préfectures pour qu'on prenne en compte ces cas. Autrement dit, il faut, certes, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est vrai, mais on peut faire beaucoup. Et c'est peut-être trop simple de dire, un, il y a les demandeurs d'asile, deux, il y a les autres, on les remet dans le prochain avion. D'abord, on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une minorité qu'on met dans le prochain avion. La loi n'est pas respectée. Louis Dauphren. La loi n'est pas respectée. La loi que vous vantez n'est pas respectée. Et donc, je dis que c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ce que l'on dit dans certaines déclarations officielles, et qu'il faut faire preuve d'humanité, de toute façon. Oui. Une question de Romain Mazneau pour RCF. La loi sur l'accès à l'université a été adoptée par le Sénat il y a quelques jours. Elle introduit une forme de sélection puisque l'inscription sera désormais fonction de l'insertion professionnelle dans le secteur concerné. Est-ce que le gouvernement a raison de briser ce tabou-là ? Écoutez, vous savez, moi je dis souvent par rapport à Emmanuel Macron, il dit « je suis et de droite et de gauche et de droite ». Et bon, moi je comprends qu'il cherche à trouver une synthèse, etc., à rassembler les Français. Mais moi, je lui dis, et je lui dis ici, puisque je m'exprime publiquement devant vous, qu'il y a malheureusement... moi, j'aimerais pouvoir voter davantage de lois de l'actuel gouvernement, et notamment sur les universités, j'aurais aimé. Mais comment ça se fait qu'ils présentent une grande majorité de textes que nous, hommes et femmes de gauche, nous ne pouvons pas voter ? Comment ça se fait ? Il devrait en envoyer un certain nombre qu'on aurait plaisir à voter. Et je prends le cas de l'université. Voyez-vous, jusque à la semaine dernière, eh bien, la ministre, Madame Vidal, avait présenté un amendement pour dire le recteur peut imposer une affectation, ou plusieurs, à un étudiant qui, au bout du processus de Parcoursup, se trouve dans le vide et n'a aucune proposition. Donc le recteur est garant que tout étudiant, tout jeune, sera inscrit dans une université ou dans un établissement d'enseignement supérieur. L'ennui, c'est qu'il y a une commission mixte paritaire et que finalement, c'est pas ce qui a été voté. Et qu'est-ce qui a été voté ? C'est un texte que je n'ai pas pu adopter. Tout le monde va comprendre pourquoi. Il est dit que le recteur peut faire des propositions dans le cas où un jeune est dans le vide, et c'est bien ça le problème, dans la limite des capacités des universités. Donc, monsieur le directeur de la composante, monsieur le doyen, va dire, mais on n'a plus de place. Et donc, la recteur ou le recteur ne pourra pas imposer, puisqu'il faut rester dans la limite des capacités d'accueil qui auront été définies auparavant. Donc tout le monde comprend. C'est-à-dire que cette loi ne garantit pas... Moi, je suis tout à fait d'accord sur la perspective. Il y a trop d'échecs dans l'enseignement supérieur. Le bac est donné très largement, donc il y a beaucoup de jeunes qui arrivent et qui échouent au bout d'un an, 2 ans, c'est un gâchis. Donc qu'il y ait une orientation, c'est nécessaire. Que l'on veille à ce que des jeunes ne se cassent pas la figure, c'est très bien. Mais il faut qu'on préserve ce droit pour tout jeune à l'accès à l'enseignement supérieur dès lors qu'il a le baccalauréat. Très bien, Jean-Pierre Sueur. Nous marquons une nouvelle pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Nous nous retrouvons dans un court instant avec donc Jean-Pierre Sueur, sénateur socialiste. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de Face aux chrétiens avec notre invité Jean-Pierre Sueur, sénateur socialiste, vice-président de la Commission des lois. Il est interrogé dans cette édition par Michael Corp pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazneau pour RCF. Tout de suite, c'est Romain Mazneau qui pose la première question. Le Royaume-Uni négocie sa sortie de l'Union européenne. L'Italie fait face à une vague d'euroscepticisme rarement vue. Angela Merkel en Allemagne est plus fragilisée que jamais. Vers qui Emmanuel Macron peut-il se tourner pour concrétiser ses propositions sur l'Europe ? Je ne sais pas, mais je sais qu'il faut qu'il tienne bon. Et qu'il a raison de vouloir qu'on avance, qu'on continue d'avancer, parce que l'Europe est notre avenir.
Je vois qu'en Grande-Bretagne, quand même, ceux qui redoutent le Brexit sont de plus en plus nombreux. Je crois que je ne suis pas sûr qu'un référendum aujourd'hui en Grande-Bretagne produirait le même résultat. Et chacun voit bien les inconvénients de l'Europe. D'ailleurs, je suis solidaire de nos agriculteurs. Je pense aux zones défavorisées. Vous savez, on est obligé là d'appliquer un règlement qui oblige à des critères climatiques, géologiques, etc., scientifiques. Mais dans mon département, ça aboutit à des aberrations absolues. C'est-à-dire qu'il y a des communes qui entrent dans le dispositif où il y a 0 agriculteurs sinistrés. Et il y en a d'autres en grande difficulté qui sortent. Donc, on peut dire ça, l'Europe, elle ne comprend pas qu'il faut peut-être prendre les choses autrement. Mais d'un autre côté, pour notre agriculture, l'Europe est importante, mais comme elle est importante pour tout. Et si on veut peser dans le monde aujourd'hui, il faut plus d'Europe face à des États-continents, face au monde tel qu'il est, il faut plus d'Europe. Une question de Michael Corr pour la Croix. L'évolution du conflit en Syrie est inquiétante. Il semble qu'il concentre toutes les tensions entre Israéliens et Iraniens, entre les Turcs et les Kurdes, entre les rebelles islamistes et le pouvoir qui les bombarde. Que peut faire la France ? Elle peut dire ce qu'a dit Emmanuel Macron avec force. Ce qui se passe dans la Ghouta est horrible. Vous savez, le Bachar al-Assad, j'espère vraiment qu'il sera jugé par la Cour pénale internationale le plus vite possible, parce que ce personnage, il bombarde en disant « je bombarde Daesh ». Mais vous savez bien que dans cette zone, il y a certes des gens d'Al-Qaïda, mais il y a surtout des opposants politiques à Bachar el-Assad qu'il veut réduire, qu'il veut anéantir. Et puis il y a d'immenses populations civiles qui reçoivent des bombes. Et cela est horrible. Bon, mais ça pose aussi la question de l'intervention internationale et de notre impuissance et du rôle de l'ONU. Et vous savez, il faut par tous les moyens empêcher cela. Alors, il y a aussi les moyens diplomatiques. C'est certain que la Russie peut jouer un rôle. Encore faut-il que l'on puisse y parvenir. Et je crois que dans cette affaire, il faut tout faire sur le plan diplomatique, bien sûr, mais comment ne pas être révolté devant notre impuissance par rapport au malheur, à tous ces drames, comment ne pas l'être et ne pas espérer qu'il puisse y avoir aussi davantage de gouvernance et de moyens d'intervention au plan international. Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Vous aviez soutenu l'opération en Libye ? Non. Non. Et en même temps, vous savez, bon, j'ai lu le livre de Bernard-Henri Lévy qui a exalté cela. Bien sûr, on était dans des dilemmes épouvantables. Personne ne va dire que M. Kadhafi était un personnage qu'il fallait soutenir. Mais c'est vrai que faire ce que l'on a fait, ce qui a été fait par l'OTAN, sans trouver de solution au vide, ça aboutit à quelque chose de terrible. Vous savez, je suis allé en Tunisie. Que vous connaissez bien. Je suis président du groupe France-Tunisie du Sénat, après avoir exercé la même fonction à l'Assemblée. Nos amis tunisiens disent on a 2000 km de frontière avec la Libye. Nous coopérons très activement, et c'est bien, contre le terrorisme avec la Tunisie. Mais tant qu'il y a cette situation en Libye, c'est très difficile. Et on doit tout faire pour qu'il y ait un gouvernement en Libye. En attendant, il faut tout faire pour que toutes les difficultés de l'Afrique ne remontent pas, et notamment les populations. Et surtout, il y a un rôle de Frontex, qui est l'agence européenne, qui est indispensable, qui est de bloquer les bateaux des passeurs, qui sont des bateaux de la mort, qui, depuis la Libye, emmènent des gens vers l'Europe. Et là, il y a aussi une responsabilité énorme qui ne peut être assumée que par l'Europe. Mais il passe parce qu'il y a les gens pour les accueillir de l'autre côté. Bien sûr. Donc ça, mais il passe vous avez aussi... dit tout à l'heure qu'on non, devait, mais bien sûr. au nom mais d'un devoir d'humanité, les accueillir. Il passe aussi parce qu'il y a un trafic immonde de passeurs qui sont des gens qui se fichent pas mal que toutes les personnes qu'ils mettent dans leur bateau naufragent, du moment que chacun aura payé un chèque
de l'argent durement acquis et parfois acquis dans des conditions qui ne sont pas honnêtes en Afrique. Hein. Donc là, on peut bloquer ces bateaux, mais il faut beaucoup de moyens. Et donc ça renvoie aux moyens de l'Europe. Vous savez, l'Europe, moi je veux bien une Europe fédérale, bien sûr, mais il faut que l'Europe soit davantage une puissance publique, y compris sur le plan international et y compris sur le plan de la défense. Romain Masneau pour RCF. Lors de sa récente visite au Sénégal, Emmanuel Macron a dit que l'Afrique est le continent où se joue l'avenir du monde. Au-delà des belles paroles, est-ce que le président vous semble avoir une vision et une ambition forte pour les relations entre la France et l'Afrique? J'espère. Ouais, c'est pas encore très clair pour vous? Non, mais je partage l'idée qu'on va cesser, comme l'a dit exactement François Hollande, hein, d'être le gendarme de l'Afrique. La France, Afrique, là, ça suffit. D'ailleurs, les populations d'Afrique en ont assez. Et ils nous le disent. Moi, j'entends beaucoup de témoignages. Vous savez, je m'occupe d'un sujet par rapport à l'Afrique et qui montre des difficultés. Je pense au Tchad. Vous savez, il y a un homme extraordinaire qui était étudiant à Orléans, qui est devenu un grand scientifique, un mathématicien, recteur, ministre, et puis principal opposant à M. Déby au Tchad. Il y a 10 ans exactement, il a disparu. Depuis, je multiplie avec Gaëtan Gors les démarches pour qu'on puisse savoir la vérité, pour qu'il y ait un procès, pour qu'il y ait une enquête, pour qu'on sache ce qui s'est passé. Il y a même une plainte qui a été déposée devant le procureur de Paris. Et on ne sait toujours pas. Et à tous les présidents de la République, j'ai demandé que ce soit évoqué. Simplement, voilà une question de droit de l'homme et de respect de la mémoire du principal opposant. Elle a disparu. Et de l'autre côté, on doit négocier avec M. Déby pour lutter contre le terrorisme, avec l'armée tchadienne. Et le gouvernement français, il est là, Jean-Yves Le Drian, les présidents de la République, avec ces différents aspects du sujet. Voilà. Et donc, je ne dis pas que c'est facile, il y a des contradictions. Mais c'est vrai que la France doit respecter l'indépendance des pays d'Afrique, n'a pas vocation à être le gendarme, même s'il y a des décisions qui ont été prises par François Hollande qui ont consisté à faire que le terrorisme ne s'empare pas d'un pays. Et la France, au Sahel, elle lutte tous les jours, et des Français à qui je rends hommage, les militaires, luttent contre le terrorisme. Il faut bien savoir qu'on fait, dans l'Europe, beaucoup de gens font des paroles contre le terrorisme. Nous, sur le plan militaire, on prend nos responsabilités. Alors, ça peut être critiqué, mais je crois qu'on pourrait critiquer davantage le fait qu'on ne prenne pas nos responsabilités. Michael, encore une dernière question donc, pour la Croix. Alors, ce n'est pas un sujet international, mais vous vous êtes rendu en Nouvelle-Calédonie en perspective du référendum. Lors d'une communication il y a quelques jours, vous espériez que ce soit un processus de paix. On voit quand même que l'opposition entre les différentes listes, celles qui sont pour sortir de la France et celles qui sont pour y rester, révèle quand même des fragilités importantes. Comment vous... C'est un défi, mais j'ai voté. Là, c'est une loi que j'ai votée, voyez-vous, avec grand plaisir. Et d'ailleurs, ça a été voté presque à l'unanimité au Sénat. La loi relative au référendum qui doit avoir lieu durant cette année 2018. C'est un engagement de la France. Ce référendum, il est inscrit, je le rappelle, dans la Constitution. Et moi, si vous voulez, je vais encore parler de lui, mais c'est normal. Michel Rocard, il a été formidable dans cette affaire. Parce qu'il y avait tant de haine, tant de difficultés et tant de morts. Et il y a eu les accords de Paris. Et 2 personnages ont été remarquables. Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, qui sont arrivés à trouver les chemins d'un accord. Cet accord, il a été confirmé par l'accord de Nouméa, 10 ans après. Et puis, dans les derniers mois, les signataires de l'accord se sont retrouvés et ensemble ont approuvé les dispositions du projet de loi. C'est formidable que ces gens qui sont de communautés, origines différentes, se parlent et se mettent d'accord. Donc, il y aura un référendum. Je ne sais pas quelle sera l'issue, même si je pense
qu'il y a plus de chances pour que les Calédoniens souhaitent rester dans l'ensemble français, dans la France, mais avec une dose d'autonomie qui est absolument nécessaire. Ils sont à 18 000 kilomètres. C'est loin, 18 000 kilomètres. Et vous savez, quand je suis allé là-bas, je vais vous faire une confidence, j'ai été très ému quand je suis arrivé à l'île des Pins. L'île des Pins, c'est tout au sud de la Nouvelle-Calédonie, où on a envoyé tous les communards, tous ceux qui avaient fait la commune de Paris en exil. On ne voulait plus les voir. 18 000 kilomètres. Louise Michel, ils sont là. Et Victor Hugo, pendant ce temps-là, il était sénateur. Il disait au Sénat, il faut l'amnistie après la commune. Il faut se réconcilier. Et ce discours magnifique, le lendemain, le Figaro a écrit Victor Hugo a enterré l'amnistie sous des flots d'éloquence et il a obtenu 7 voix. Oui, 7 voix. Et puis il a fini par obtenir. Et vous savez, je dis ça parce que le chemin vers l'unité, finalement, ça vaut pour tout. C'est toujours un long chemin. Mais là, c'est l'honneur de tous ceux qui participent à ce processus que de faire que ce qui aurait pu être tout à fait maléfique puisse peut-être, je le souhaite, aboutir à un destin, un avenir commun pour tous les Calédoniens. Vous évoquiez la figure de Victor Hugo. Il y en a une autre, je vous avais promis qu'on en dirait quelques mots avant la fin de l'émission, c'est Charles Péguy, pour qui vous avez beaucoup d'admiration. Qu'est-ce que vous admirez en Charles Péguy? Le poète ou le chroniqueur engagé? Avant, je voulais dire que j'ai admiré Louis Gallois, puisque dans la première partie de l'émission, tout d'un coup, m'était sorti de la tête le rapport Gallois qui était remarquable, qui est toujours remarquable. Charles Péguy, il est né à Orléans, et je dois vous dire que c'est sans doute par le jeu des hasards, une conversation a fait que j'ai su qu'il y avait un poste à l'université d'Orléans dans un congrès péguiste, et je me suis présenté, j'ai été retenu à l'université. Mon ami Géraldi Leroy, qui est mort malheureusement, il nous a quittés, a écrit un magnifique livre qui s'appelle Péguy, l'inclassable. Ce que j'aime chez Péguy, et je ne suis pas seul, car j'ai fait un colloque au Sénat sur Péguy. On peut trouver des personnes comme Alain Finkielkraut, Monsieur Houellebecq, Jean-Marie, notre ami Bayrou, François Bayrou, Jacques Julliard, etc. Beaucoup de gens qui aujourd'hui admirent, par exemple, Edoui Plenel. Ils sont très différents, mais ils se retrouvent dans Péguy parce que Péguy, il est un inclassable. Péguy, il était croyant au début de sa vie, à la fin de sa vie. Mais il n'a jamais reçu aucun sacrement. Et en même temps qu'il était profondément croyant, il y a quelque chose qu'il n'a jamais accepté. C'est le mal, c'est qu'il y ait des damnés. Vous voyez, dans les 2 Jeanne d'Arc de Péguy, le plus fort, dire, mais enfin, la petite Jeanne d'Arc, elle dit, mais je parle à KTO, tiens, et à RCF, et à la Croix. La petite Jeanne d'Arc, elle dit, mais moi, je ne peux pas croire dans un monde où il y a des damnés. Si Dieu est Dieu, pourquoi il y a des damnés? Et elle dit, d'ailleurs, moi, je vais les sauver. Je vais me donner pour eux. Et là, Madame Gervaise dit, mais ma sœur, vous avez blasphémé. Ce que le Christ n'a pas fait, vous n'allez pas le faire, vous. Et Péguy, il a toujours eu des problèmes avec la religion en raison de cela. Cette incapacité à comprendre le mal, il en parle tout le temps. Et il était donc croyant et anticlérical. Il n'aimait pas un certain nombre d'aspects de l'Église catholique, apostolique et romaine. Bien. Il était socialiste, profondément. Il a commencé par admirer Jaurès. Puis après, il a eu des différends avec lui. Mais quand il a vu qu'au congrès du Parti socialiste de 1899, on disait dans la revue socialiste, il faut écrire la doctrine et la pensée du Parti socialiste et rien d'autre. Il a dit, je m'en vais. Il a créé les cahiers de la quinzaine, pour dire bêtement la vérité bête et simplement la vérité simple et tristement la vérité triste. Il était un défenseur de l'école publique, il a écrit sur les hussards noirs de la République, mais en même temps il détestait le positivisme. Auguste Comte et Viviani qui est arrivé à la tribune de l'Assemblée nationale et qui a dit « Nous avons éteint dans le ciel des étoiles qui ne se rallumeront plus ». Elle dit, mais quelle imbécilité. Et il faut enseigner aux enfants une doctrine positiviste. Et en même temps, il était un grand, ardent partisan de l'école publique. Donc, vous voyez, c'est un personnage qui, en toute occasion,
faisait prévaloir une certaine idée de la vérité, de sa vérité, et qui ne s'embarrassait pas de considérations trop politiciennes. C'est pourquoi, je finirai là-dessus, dans notre jeunesse, il dit cette phrase à laquelle je pense tout le temps. Tout commence en mystique et tout finit en politique. L'ennui, c'est qu'il ne faut pas que la politique dévore la mystique qui lui a donné naissance. Ça peut être pour nous tous un thème de réflexion. Et une très belle conclusion. Merci Jean-Pierre Sueur d'avoir Merci été à vous. notre invité de cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité la semaine prochaine sera Manuel Valls, l'ancien Premier ministre. Vous pouvez évidemment bien. nous retrouver d'ici là sur les sites de KTO, de la Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. À la semaine prochaine. Merci.